Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. Il ne reste que quelques heures avant de profiter de ce week-end de printemps, mais d'ici là on va parler de plein de choses. On va commencer avec vous, Elsa, vous revenez sur une polémique qui touche l'Église catholique. Ouais, vous allez voir, surtout vous allez entendre ce que Caroline Rocher, journaliste de Marie-Claire, a à dire. Oula, ça peut l'air gai. Non. Pas du tout. Bon, Vincent, comment explique-t-on à ses enfants que la télé, en fait, c'est à petite dose qu'il faut la regarder? Évidemment, sauf quand vous y êtes. Ah, c'est la réponse que j'attendais. Carole, vous allez nous donner toutes vos astuces pour déguiser nos enfants, mais alors avec leurs vêtements, ça fait un 2 en 1 comme ça. Voilà, une double dose finalement. Et j'aurai 2 enfants en plateau pour vous présenter des déguisements incroyables. Génial, comme un défilé, j'adore ça. Et enfin, ensemble avec Nathalie, nous allons donner la parole aux hommes qui ont vécu une interruption médicale de grossesse. Ah oui, parce que pour eux aussi, c'est un deuil traumatisant, c'est une expérience extrêmement douloureuse. On commence à le faire savoir, les femmes commencent à le faire savoir. Du côté des pères, on peut progresser, c'est ce qu'on va faire ce matin. C'est pour ça qu'on va leur donner la parole. Alors, comment l'IMG est-elle vécue du côté des papas et comment faire son deuil tout en soutenant sa partenaire dans cette terrible épreuve? On en parle dans quelques instants avec nos invités et on va y aller. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. J'espère que vous allez bien, que vous préparez votre week-end, on l'espère ensoleillé. Et oui, on a des préoccupations qui ne sont pas toujours d'une grande qualité, mais c'est vrai que le soleil fait beaucoup de bien au moral. Donc on vous souhaite de la chaleur, de la lumière et du soleil. Et on est ravis ce matin d'accueillir 2 invités. D'abord Rokhaya Diallo. Bonjour, bienvenue à vous Rokhaya. On vous connaît bien aux maternelles, on vous connaît bien dans l'absolu d'ailleurs. Vous êtes essayiste et vous êtes journaliste. Quant à vous, Virginie Sassoon, on vous connaît également. Vous présidiez le Tichy, c'est ça? Chiki, oui, bon, j'ai pas l'accent, c'est un festival. Tout le monde ne parle pas basque. C'est basque. C'est un festival de cinéma pour les jeunes enfants, oui, que vous présidez depuis quelques années. Et là, on vous reçoit parce que vous êtes sociologue des médias et à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, vous avez publié toutes les deux ce livre qui s'appelle « Moi, raciste, jamais, scène de racisme ordinaire » et c'est paru aux éditions Flammarion. Alors votre livre regroupe des témoignages qui ont été postés sur la plateforme numérique Racisme Ordinaire, mise en place par France Télévisions. C'était il y a à peu près 1 an, c'est ça que cette plateforme a été mise en place. Vous avez d'ailleurs été la responsable éditoriale, Virginie, de cette plateforme. Rokhaya, la première question que je voulais vous poser, c'est quoi le racisme ordinaire ? Déjà, qu'on le définisse bien. C'est justement ce racisme qui s'exprime de manière quotidienne et anodine. On a toujours l'impression, quand on parle de racisme, on imagine des agressions violentes, des gens qui injurient, etc. Sans se rendre compte qu'il y a des petites réflexions qui viennent dans le quotidien, qui ne sont pas agressives, qui parfois ne se veulent même pas malveillantes, mais qui entretiennent l'idée que certaines personnes, en raison de leur couleur de peau, de leur apparence physique, sont des personnes qui sont fondamentalement différentes. Oui. Et c'est ça le racisme ordinaire, c'est ce petit racisme qui ne dit pas son nom. D'accord. Et vous-même, à titre personnel, vous en avez été victime ou pas? C'est un peu ce qui m'a sensibilisée au racisme, c'est que j'ai eu la chance de grandir dans des quartiers populaires où il y avait énormément de gens d'origine différente, donc jamais eu le sentiment que ma couleur de peau avait une signification particulière, jusqu'au jour où en fait, plus j'avançais dans les études, moins il y avait de personnes comme moi qui étaient noires, et puis à la fin j'étais la seule noire, et les gens ont commencé à me demander en fait d'où je venais, mais comme si je venais d'un pays étranger. Alors que vous êtes née à Paris, voilà, et que j'ai grandi, et c'est là que j'ai commencé à entendre des gens me féliciter pour mon très bon français, pour le fait que j'avais pas d'accent, etc., etc. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, on se dit, il y a des gens qui ont le sentiment que les gens comme moi ne sont pas des Français à part entière. Et en fait, ces gens-là n'étaient pas méchants, c'était pas des gens qui vous agressaient. Ils me félicitaient parce que je parlais très bien le français, donc c'était pas du tout méchant à la base, sauf que pour moi, c'était, voilà, ça me donnait le sentiment que j'étais pas française. Virginie, vous pensez que la situation, justement celle dont on parle, le racisme ordinaire, a été exacerbée depuis quelques mois, voire quelques années, et notamment au vu de ce qui s'est passé récemment en France avec les attentats, par exemple? Oui, on est dans un contexte politique, économique, et on constate même dans les médias qu'il y a une forme de parole raciste décomplexée. On a reçu plus de 1600 témoignages sur la plateforme Racisme Ordinaire de février à mai 2014, et les témoignages continuent à affluer. C'est la DILCRA, maintenant la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, qui continue à administrer cette plateforme. Après, c'est important de dire qu'il y a une forme de racisme ordinaire
que Rokhaya vient de définir, qui est la face immergée. Il y a une forme de racisme beaucoup plus violent, que ces deux formes de racisme sont interdépendantes. On ne peut pas les dissocier, c'est le même phénomène. Et qui a effectivement aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des actes vraiment violents, on le voit, islamophobes, antisémites, qui pour le coup là tombent sous le coup de la loi et qui sont très inquiétants. Bien sûr. Alors là, c'est des petites phrases que vous avez recueillies. On ne va pas pouvoir toutes les dire, mais il y en a qui sont extrêmement marquantes. Rokhaya, tu es belle pour une noire. Je vous présente mon fils pharmacien et ma belle-fille marocaine. Là, ça nous fait rire presque parce que c'est très étrange. On fait un pot de départ, tu rapportes des pâtisseries orientales, donc ça pas mal non plus. Tu es espagnole, j'adore la paella. Voilà. Et un petit dernier, tu es escorte. Non, parce que tu es ukrainienne. Voilà. Donc ça, c'est un petit florilège de ce que vous avez pu recueillir dans ce livre. Finalement, quel est le point de convergence de tous ces témoignages? Mais en fait, tous ces témoignages réduisent les personnes à la partie la plus apparente de ce qui les lie à un pays étranger d'une manière juste ou non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pour des raisons qui sont liées à leur apparence ou à leur patronyme, qu'on réduit à quelque chose d'étranger et qu'on va maintenir dans une altérité permanente. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un d'origine maghrébine, on va considérer qu'il va nous faire des pâtisseries orientales, alors que cette personne pourrait être absolument originaire du Berry ou d'un autre endroit français et proposer de la cuisine régionale qui n'est pas nécessairement liée au Maghreb. Et c'est vraiment ça le point commun, c'est qu'en fait on a des gens qui témoignent du fait qu'ils se sentent en permanence renvoyés vers un ailleurs qui n'est en plus qu'ils ne connaissent pas, forcément le leur en plus, qui est l'ailleurs que la personne projette qu'ils n'ont jamais vu. Mais moi ça m'arrive parce qu'il se trouve que en plus j'ai la malchance d'être originaire d'un pays touristique puisque mes parents viennent du Sénégal. Donc il y a toujours quelqu'un autour de moi qui est allé au Sénégal et qui me dit c'est super le Sénégal, j'adore. Mais parfois des gens me disent ah oui vous êtes originaire du Sénégal et moi je suis allée au Gabon le mois dernier. C'est pas le même pays. C'est un autre pays, ça n'a rien à voir. Mais les gens en fait comme il y a des gens noirs à l'intérieur, c'est ça, donc, il se peut que je les connaisse. Voilà, je suis allée au Sénégal. Est-ce que tu connais Mamadou? Ah non, en fait. C'est là qu'on voit les lacunes en géographie. C'est italienne, j'adore la paella. Il y a des gens, des fois, quand ils sortent des aberrations pareilles, et qu'on répond, ils nous disent après non mais c'était une blague en fait. Alors qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là qui... Après il faut préciser que dans ce livre il y a une diversité de témoignages, il y a 400 témoignages et il y a différents niveaux de gravité. Oui, bien sûr. Donc la paella, les pâtisseries orientales, ça fait rire tout le monde. Après voilà, il y a une vraie diversité et ce qui est agréable aussi à la lecture, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas c'est que c'est un livre qui fait prendre conscience de ce qu'est le racisme ordinaire dans toute sa diversité. Et c'est vrai que c'est pas grave de dire à une Espagnole qu'elle aime la paella, sortie de son contexte, sauf que si on lui dit tous les jours de manière répétée, ça finit par devenir agaçant et qu'il y a d'autres témoignages qui aussi rendent compte de ce que c'est que cette humiliation quotidienne d'être justement renvoyé à un ailleurs, comme le disait Rokhaya, et d'être assigné aussi, d'être essentialisé toujours à une partie qui finalement ne représente pas, qui nie la personne dans sa complexité et dans sa diversité. Bien sûr. Alors vous dites que l'objectif c'est de faire prendre conscience, évidemment. Moi ça me semble être un livre outil, probablement, parce que j'imagine que les personnes qui ont pu dire ça, et on en fait certainement aussi plus ou moins partie, on ne va pas forcément aller acheter ce livre-là. À partir de ce moment-là, comment on fait? Comment on s'en sert? Je trouve que ça peut aussi donner des outils pour les personnes qui sont exposées à ces réflexions-là, parce que souvent, ce qui émane des témoignages, c'est vraiment ce sentiment de solitude. On est confronté à ce genre de réflexion et on se demande si on n'est pas parano, comment réagir, etc. Et je trouve que d'avoir cet outil-là, ce livre, de se rendre compte qu'en fait, ces témoignages-là, on a des gens qui sont d'origine rome, des gens qui sont juifs, des gens qui sont d'origine maghrébine, caribéenne, qui racontent finalement la même chose. Et quand on est exposé soi-même, il y a quelque chose de rassurant aussi, de se dire que finalement... On fait bouger aussi les lignes du côté des personnes qui subissent le racisme. Absolument. Je trouve qu'il y a un refuge et il y a vraiment cette idée un peu thérapeutique de se dire bon bah voilà, je suis pas fou, d'autres personnes expérimentent la même chose et ne sont pas forcément et voilà, c'est un moyen de trouver des moyens de répondre aussi. Oui, ce que vous dites finalement, Rokhaya, c'est que le racisme ordinaire, ça isole aussi les personnes qui en sont victimes, parce qu'on est peut-être en droit de se dire à ce moment-là, mais peut-être que j'ai des alus et c'est moi. Et donc... Mais ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que je vis des situations et je me dis mais est-ce que je suis folle? Quand on me confond par exemple avec des noirs qui ne me ressemblent pas, je me dis mais est-ce que c'est moi? Et après j'en parle à des gens, effectivement, je me rends compte que non, je ne suis pas dans une paranoïa. Il y a d'autres gens qui expérimentent des choses un peu analogues. Ils vont peut-être se sentir entendus, du coup, ces personnes-là. Mais malheureusement, votre livre, c'est pas pour les enfants. Je suppose qu'il vaut mieux qu'on commence à sensibiliser ce genre de problème auprès de nos enfants. Alors, ma question, c'est comment on fait auprès des jeunes enfants? Et notamment, Virginie, vous avez une fille, donc peut-être que vous pouvez nous donner des petites choses. Alors, moi, je reviens juste sur votre question, juste avant de répondre à la vôtre, c'est que c'est aussi un outil pour les gens qui sont auteurs de
de ces propos et qui savent pas très bien aussi. C'est pas évident le racisme ordinaire à identifier, contrairement à une insulte et une injure. Et le titre, justement, c'est-à-dire qu'on sent tous non, et moi raciste, non. Mais jamais. Évidemment. Et en fait, à la lecture de ce livre, ce qui est intéressant, c'est que pour tous les gens qui pensent qu'ils sont pas racistes, bah, ils vont se découvrir peut-être avoir un mauvais réflexe, et en même temps il ne s'agit pas de culpabiliser, de condamner, de dire c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut parler, c'est juste voilà, une prise de conscience et un outil pédagogique. Alors je pense pour les adolescents, alors moi j'invite tous les parents d'adolescents ou les enseignants à prendre cet ouvrage et à le lire en famille, à susciter des échanges, parce que justement on peut comprendre et ça peut être très stimulant. Après, et puis ce sont des phrases enfants, aussi parfois très simples. Vous parlez des adolescents, mais moi je pense que j'ai un petit garçon de 8 ans, je ne sais pas quel âge a votre fille. 7 ans. Mais je pense qu'en lisant certains témoignages, ils peuvent dès le plus jeune âge comprendre qu'il y a des choses qui. Alors je pense que c'est plus pour les adolescents, parce que les jeunes enfants, je pense que jusqu'à l'âge de 7 ans, ils n'ont pas de préjugés, ils ont une appréhension naturelle des différences, ils voient les différences, mais ils ne vont pas calquer un préjugé c'est après que ça se met en place. Et c'est après, et c'est effectivement en tant que parent, c'est la famille qui est le premier lieu de transmission des préjugés, donc évidemment on est tous responsables, et je pense que ça passe par le fait de prendre le temps d'expliquer quand il y a un enfant qui a un propos qui peut être raciste ou interprété comme tel, de prendre le temps de déconstruire et de lire le livre de Rokhaya, le racisme expliqué aux enfants. Vous avez écrit un super bouquin que Nathalie a présenté plusieurs fois sur l'émission. On a déjà fait des émissions qui s'appelaient Comment expliquer le racisme aux enfants. On avait présenté votre livre. Vous n'avez pas d'enfants, mais je crois que vous leur parlez beaucoup de ce sujet-là. J'interviens régulièrement, notamment dans des collèges. Donc on est plus dans des pré-ados, des ados. Il m'arrive aussi de rencontrer de plus jeunes enfants. Je crois qu'aussi la connaissance de l'histoire est importante, parce qu'en fait ces préjugés-là, ils ne tombent pas du ciel. Ils viennent vraiment, ils ont été produits par une histoire, et d'expliquer en fait à quel moment dans l'histoire il a été nécessaire de créer ces préjugés-là pour dominer tel ou tel groupe, c'est extrêmement important. Si on parle par exemple de l'antisémitisme, et on a eu une actualité malheureuse autour de ça, tous les préjugés en fait autour des juifs ont été créés notamment par les théoriciens nazis. Et quand on en parle en fait, qu'on relit ces écrits de l'époque, on arrive très bien à lire la réalité d'aujourd'hui. Et à déconstruire. Complètement. C'est exactement le but d'apprendre justement l'histoire et les questions de mémoire. En tout cas, c'est super ce que vous avez fait toutes les deux. On est très fiers de présenter cet ouvrage qui s'appelle Moi, raciste jamais, scène de racisme ordinaire, et c'est donc paru aux éditions Flammarion. Est-ce que vous pouvez rester encore un peu avec nous sur la suite de cette émission? Avec plaisir. Ça vous va? Je crois pas qu'elle. Ça, vous avez de quoi? Oui, c'est en stéréo. Elle va nous parler de l'Église catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant toute chose, je vais vous parler du Brésil, ce pays merveilleux, la samba, la feijoada, la joie pas pour une bonne nouvelle. Mais j'adore la samba. Voilà. Ah ben voilà. Exactement. Moi, je me dis quand même, quand on a un dirigeant féminin, ce qui est le cas quand même du Brésil, on peut se dire que voilà, elle a une oreille particulièrement attentive à la cause de la femme, voire à la cause des enfants. C'est un peu le début de la modernité, etc. Et puis revient à votre mémoire des événements qui justement vous glacent un peu. Donc je voulais qu'on vienne sur un événement qui s'est passé en 2009 au Brésil, qui a certainement pas dû vous échapper quand il avait été relayé. Il avait fait grand bruit. Il s'agit du viol d'une petite fille de 9 ans par le compagnon de sa mère. Enfin, je dis ce viol, en fait, ces viols répétés et qui ont provoqué une grossesse gémellaire pour cette petite fille de 9 ans. Alors, sa mère, elle prend une décision que, évidemment, j'aurais prise moi-même. Elle décide de faire avorter sa petite fille. En plus, la loi brésilienne l'autorise quand ça met en danger la personne qui porte l'enfant. Et puis, du coup, elle a ignoré évidemment tous des actes de son compagnon. Elle a décidé de fuir son domicile conjugal. Et l'archevêque de Recife, c'est pour ça qu'on revient justement à l'église, à l'époque a excommunié sa mère et tout le personnel qui avait pratiqué l'avortement à ce moment-là. Le pire dans l'histoire, c'est le cardinal Giovanni Battista Re. Retenez bien son nom, histoire que définitivement on l'oublie très rapidement. Préfet donc de la congrégation des évêques du Vatican, donc il a quand même un gros job, le monsieur en question, à justifier les excommunications de l'époque en disant qu'il y avait un droit de vivre pour ces deux jumeaux, avec cette phrase terrible, le viol est moins grave que l'avortement. Le président Lula à l'époque avait, c'est abominable, le président Lula à l'époque il s'était farouchement indigné du conservatisme de l'Église, mais bon,
Au final, l'histoire, elle en était un petit peu restée là. Mais alors pourquoi on en reparle aujourd'hui? Parce que moi j'ai vu passer cette phrase, on l'a vu partager sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça revient maintenant? Elle revient parce qu'on doit à Caroline Rocher, qui est journaliste au journal Marie-Claire, qui a décidé d'adresser une lettre ouverte à ce fameux cardinal, enfin ce fameux préfet des cardinaux, parce qu'en fait, il est pressenti pour participer à une réflexion sur la famille au sein de l'Église catholique. Donc ça fait Il peut d'autant pas plus plutôt froid faire dans le le dos. sport, non, lui il serait... Bah, ce serait peut-être pas mal, ou éventuellement une pub pour les plutôt lunettes, rien faire j'en sais rien, mais un truc, voilà. Et, non, ce serait pas mal. Et du coup, moi, je me dis, quand on a quelqu'un qui a des propos pareils, à qui on peut potentiellement donner ce genre de fonction, moi, ça me fait froid dans le dos et je suis pas sûre qu'il ait vraiment voix au chapitre de la famille. D'ailleurs, justement, Caroline Rocher rappelle en préambule qu'il y a un communiqué de presse du Vatican qui a été récemment envoyé en février en disant, voilà, on est là pour faire de l'Église un endroit sûr pour les enfants. Donc, je vous rappelle ce qui s'est passé, quand même, l'excommunication, tout ça. Le pape François a même écrit, les familles doivent savoir que l'Église fait tous les efforts possibles pour protéger les mineurs. Elle avait 9 ans. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il met la majorité. La protection de famille, mais voilà. du mineur. Donc le cardinal, évidemment, lui avait condamné à l'époque cette petite fille en disant voilà, le droit de vivre pour les jumeaux, ça j'en ai parlé. Mais moi je me dis, la vie finalement, c'est pas simplement qu'être vivant, hein, c'est aussi exister aux yeux de la société et faire accueillir en fait cette douleur qu'elle a pu ressentir, cette petite fille, reconnaître ça. C'est d'ailleurs ce que nous dit la journaliste de Marie-Claire en disant cette petite fille, c'est la vie. C'est cette petite fille l'innocente. Alors je me dis, est-ce qu'on peut décemment penser que cette gamine qui aujourd'hui elle a 15 ans, hein, voilà, ça s'est passé en 2009, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle vit normalement après tout ce qui s'est passé dans sa vie? Et on ne peut pas d'un côté faire les gorges chaudes d'un pape qu'on dit soi-disant moderne. Mais c'est ça que je comprends pas, parce que soi-disant le pape il est un peu plus progressiste que les autres. Oui, et puis je vous rappelle ce qu'il avait dit, arrêtez chrétiens de procréer comme des petits lapins, sachant qu'il savait très bien que ça allait être pris tout le monde. Ça veut dire quoi, arrêter de procréer quelque part? Utiliser une contraception. Utiliser une contraception, ça veut dire quoi? Accepter qu'un rapport sexuel ne puisse pas donner la vie. Donc ça veut dire que lui, ça lui poserait quelque part pas de problème si on va jusqu'au bout du raisonnement. Donc vous voulez dire qu'il n'est pas si progressiste que ça? Si, je me dis simplement qu'il y a... Il est peut-être un peu seul. Je pense qu'il est mal seul. entouré. Exactement. Donc. Il est mal entouré. Mais surtout, l'excommunication pour la mère, pour la fille, et le violeur, j'espère qu'il a été excommunié, non? Bah non, c'est là où le bas blesse, justement. Bah c'est ça le problème, évidemment. Et c'est ce que nous dit justement Caroline Rocher, c'est contre ça qu'elle s'insurge. Elle dit finalement, si cette église-là accepte, enfin garde dans son giron les personnes qui font des actes comme celui de cet homme-là, autant être excommuniée de cette église-là et ne pas appartenir parce qu'elle ne véhicule pas ces valeurs d'humanisme qui, logiquement, devraient être valeurs communes dans notre société. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que cette lettre, d'ailleurs j'embrasse Caroline d'avoir fait cette lettre-là et d'avoir eu ce courage aussi, j'espère qu'elle sera lue, tellement lue, et c'est son objectif, qu'elle traverse les océans et qu'elle aille jusqu'au Brésil et qu'elle aille aussi au Vatican pour faire en sorte qu'on choisisse mieux les personnes qui doivent parler de la famille dans l'église catholique. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais merci d'avoir relayé tout ça et Merci Caroline. Merci Caroline, et partageons sur les réseaux sociaux effectivement à fond les balles. Tous ces posts qui passent pour que les consciences se réveillent. Elsa, on va passer à autre chose. Non, je continue. C'est pas gay tout ça et ça n'a rien à voir maintenant, Vincent. Carole, à vous. Je suis très contente que vous soyez avant moi. À vous de faire cette transition difficile, puisque toutes les semaines, vous nous donnez de bons arguments pour répondre aux questions pièges de nos enfants. Et cette semaine, c'est corsé. Va faire le fanfaron après ça, c'est bien. Oui, je vais un peu changer ce que je voulais dire, hein, c'est pas grave. Mais non, c'est quoi la question impossible que vous ont posée les enfants cette Écoutez, semaine? je vais vous raconter. Vous savez que moi, je suis un petit peu strict à la maison. Oui, je sais. Et ma strictitude concerne tous les aspects de ma vie. Mais il y a un des aspects de ma vie que je ne maîtrise plus. C'est la télévision. Comment ça? Mais oui, parce que nous, la télé à la maison, elle n'est pas trop allumée, sauf pour les événements historiques. Comme les maternelles? C'est historique. J'allais dire Tous les matins. pour les matchs du PSG, mais pour les maternelles aussi. Mais je ne peux pas regarder, je suis là, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Mais ça ne marche pas. Et mes enfants ont du mal à comprendre pourquoi moi, de temps en temps, j'ai le droit de regarder la télé, alors qu'eux, ils n'ont que quelques minutes le dimanche matin. Ouais, c'est quand même pas compliqué comme réponse à apporter. Eh bien, justement, c'est là que vous avez tout faux. Vous avez tout faux, Julia Vignali. Bien sûr que c'est compliqué. Et je vais vous le dire maintenant parce que la vérité n'est pas ailleurs, elle est ici. Elle est ici, maintenant, tout de suite, dans la séquence de Florent Caruana, Gary Thomas et Clara Negron. Pourquoi je peux jamais regarder la télé? Mais parce que la télé, à part la chronique très intéressante de ce gars là, le matin vers 9h10, c'est complètement débile. Pardon, c'était un petit aparté très personnel, mais tellement plaisant. Sérieusement, les réponses ne sont pas trop difficiles à trouver. Hein, parce que moi, je regardais la télé tout le temps quand j'étais petit. Tu vois ce que ça donne? Parce que les programmes ne sont pas adaptés pour toi et qu'ils sont abrutissants. Parce que ça fait mal aux yeux.
Parce que la télé est un frein à ton imagination et à ton épanouissement créatif. Parce que c'est mieux d'aller jouer dehors ou de faire un truc en famille. Et encore, c'est parce que je veux pas faire trop long, mais je peux vous donner des raisons pendant des heures. Mais ça ne suffit pas toujours à convaincre les enfants, donc soyez plus malins, voyez plus loin. Tu ne peux pas regarder la télé parce que tu ne t'es pas brossé les dents, que tu ne t'es pas habillé, que ta chambre n'est pas rangée, que tu n'as pas encore fait tes devoirs, que tu n'as pas rangé la vaisselle, ni passé l'aspirateur partout dans la maison ou fait le plein de la voiture. Profitez du pouvoir de la télé pour obtenir tout ce que vous voulez de vos enfants. Hein. Si c'est vrai que la télé nous hypnotise quand on l'allume, elle le fait aussi même éteinte. Quel objet diabolique! Bon, une fois que votre enfant vous aura obéi et aura effectué ses corvées, là encore, faudra la jouer finaude. Hein. Allumez la télé, et je vous conseille les programmes suivants. Du téléachat, de la scripted reality, les bulletins bourses, et tout ce que votre enfant pourrait détester à la télé. Hein, c'est-à-dire les 3/4 des programmes. Avec un peu de chance, il devrait s'en dégoûter lui-même. Et une fois n'est pas coutume, faites quand même plaisir à vos marmots. Allumez la télé de temps en temps, mais pour regarder un DVD ou un programme que vous auriez choisi au préalable de regarder. Hein, que voulez-vous? De temps à autre, il faut bien leur donner un os à ronger. Oui. Bravo. Je m'incline. Je m'incline en fait. Vous auriez répondu tout ça, peut-être? Non, bien sûr. Non, bien sûr que non. Oui, c'était évident. On a besoin de pas. Évidemment, vous avez besoin de moi. Voilà, on a besoin de Vincent Beccart, mais on a aussi besoin de super maman, puisque vous êtes la papesse du système D. Ce matin, nous parlons des vêtements qui peuvent faire également office de déguisement. Je m'adresse à tous les parents de chevaliers, princesses, pirates, et qui n'en peuvent plus, effectivement, d'avoir leurs enfants déguisés pour aller à l'école. Et ça, c'est un problème, parce qu'on a un peu honte parfois, faut le dire. Mais en fait, on va essayer voir le problème de manière différente, étant donné que je vais vous proposer des vêtements déguisements. C'est-à-dire que vous allez acheter des choses qu'ils vont pouvoir porter au quotidien, tout en étant déguisés. Il faut leur vendre vraiment bien l'idée. Vous voyez l'idée? Les 2 en 1. Les 2 en 1. Et pour avoir ce 2 en 1, je vais demander à Éléonore et Léopold de venir en plateau pour défiler avec nous. Regardez comme ils sont beaux. Et là, vous ne le voyez pas, mais ils sont déguisés. Ah bon? Non, ils ne le sont pas. Et s'ils le sont, c'est ça qui est malin. En fait, c'est un nouveau concept. Le concept, c'est d'acheter, en fait, dans cette boîte, tac, vous allez avoir un déguisement. Vous allez avoir d'abord ce t-shirt que portait Léonore, donc qui peut se porter pour tous les jours. Pour il est être magnifique, avec un oui. jean, un petit short, ce genre de choses. Splendide. Mais en fait, après, elle le transforme puisqu'elle va passer son petit jupon et la petite cape. Et donc ça, tout simplement, vous allez avoir un costume de princesse. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un basique qu'elle peut remettre tous les jours, histoire de ne pas acheter seulement le costume de princesse, qui est un peu compliqué. Mais à franchement, recycler. on peut mettre le tutu pour aller à l'école, non? Bah alors, Bah, moi, voilà, je là, on vais peut faire. mettre le Ça, elle vient en tutu le matin. Ça te dérange C'est à la mode en plus. Donc là, on a une princesse toute mignonne et qui a un beau t-shirt quand même sérigraphié. Tu irais à l'école avec ça, toi, Eleonore? Il faut dire oui. Tu iras à l'école pour voir. Elle va réfléchir. Mais par contre, pour aller voir un prince ou des copines, tu irais comme ça. Oui. Ah oui. Bah, oui. Elle sait quand même. La chronique est sauvée. C'est en coton bio. Voilà, Éléonore, si tu peux te défiler avec ton petit costume de Pour vous, la Viens princesse. nous tellement bien faire le petit signe de princesse. Et sinon, on a Léopold. Alors, Léopold, lui, il est en quoi, d'après vous? En lion. Mais non, Non. en t-shirt gris avec un lion rouge. Alors, il est en chevalier. Mais En fait, bien vous sûr. avez reçu dans votre paquet un écusson. le petit pantalon rouge, le t-shirt sérigraphié avec le tigre, et vous allez avoir la petite chasuble à rajouter tout simplement. de maille. La côte de maille du chevalier que vous passez donc par la tête. Hop, hop. Et le voici, le voilà, mon chevalier passe les bras et il est transformé. Mais Donc, sire Mais sire Mais messire, sire. j'ai même les Monsieur Léopold. Voilà pour vous. Vous pouvez mettre en garde. Bravo. Ça me fait très très peur. Donc ça, c'est des petites choses très sympas que vous pouvez avoir. C'est une très bonne idée. À la base, ce sont 2 mamans qui ont eu cette idée-là. Elles ont 5 enfants à elles 2. Et donc, l'une était styliste et l'autre était architecte. Donc voilà. Ça aide. Ouais. C'est la bonne idée quand même. Mais c'est rigolo comme C'est idée. rigolo Hein. de C'est pencher super, un Carole. costume comme ça. C'est quand même cher parce que vous avez du coup le pantalon, le Ça l'est t-shirt. toujours. C'est 100 € ou 110 €. Ah, bah ouais. dis donc. Ah, bah oui. Je vais me mettre à la couture. Non, mais vous achetez à la fois des vêtements et des Et déguisements. c'est vrai. Voilà, vous voyez l'idée. Donc voilà, c'est rigolo. Bravo. Après, j'ai trouvé d'autres choses. Sur la plateforme Etsy, j'ai trouvé une créatrice anglaise c'est qui est bien. quand même géniale, étant donné qu'elle vous propose des petites robes pour les filles. Hop,
pour les transformer en petites fleurs. J'adore ça. Elsa la veut. Elle fait pour les 14 ans, parce que moi je m'habille en 14 ans. Non, mais c'est pas pareil, je pense. Pas pour les 14 ans, Elsa. Mais comme vous commandez, elle fait tout directement, on va lui poser la question, Elsa. J'adore. J'aimerais bien en plateau vous voir avec la robe fleur. Ne me mettez pas au défi, Carole. Un peu Casimir avec la collerette, c'est très beau. Est-ce que vous porteriez, Elsa, par contre, la robe Ça, j'adore. Oui, elle la portera. avec Ça, les j'adore. poches? Et c'est génial. Vous êtes Génial. déguisée et en même temps, vous avez quand même une robe trop mignonne. Ouais, c'est bien pensée. adorable. Vous rentrez dedans? Là, côté peut-être, régressif. Elsa. Là, vous avez aussi l'autre modèle, le modèle souris, et elle fait même la capuche, Elsa. La capuche. La capuche, je suis pas sûre. Vous la mettez pas? Bon, je la mets pour Ah vous. si, c'est mignon. Donc ça, 40 €. Et là, ça va favoriser le jeu d'imitation avec des vêtements quand même de tous les jours. Et ils sont pas forcément déguisés. Julia, elle doute de ma Non, mais ça va capuche. favoriser le jeu d'imitation. C'est une façon de dire que ça va les éclater, quoi. Voilà, c'est ça. Non, je favorise le jeu Léonore d'imitation et à de mon Léopold enfant. de revenir en plateau pour nous montrer d'autres choses. C'est des petits suites, des petits Ça, suites. j'adore. Ça, c'est la tendance du moment que vous avez. Arturo Brachetti en plateau. Nous avons des top modèles qui se changent très vite en coulisses. Alors en fait, l'idée, c'est de vous montrer que les suites aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la capuche. Vous avez par exemple Éléonore qui est en souris, vous avez vu Ouais, les petites trop mignon. oreilles, Super. et Léopold qui est masqué. En fait, dans la capuche, il y a le masque. Je vous l'avais présenté en tant que chronique de super-héros, mais Léopold le reporte avec beaucoup de fierté. Et là, ils sont super déguisés et en même temps, c'est un sweat qu'ils peuvent porter tous les jours. Donc, vous voyez l'idée Formidable. d'avoir un truc pour tous les jours. Ça et n'a en pas l'air même temps d'être complètement sa taille à Léopold. Non, c'est 4 ans. Vous m'avez démasqué. On arrive à rentrer Qui a l'air la d'être un tête. peu coincé du manche. Ça va, Léopold, Léopold? Léopold m'a dit oui. Je pense qu'il est en surconcation du nez, là. J'adore cette capuche! Mais vous savez, finalement, les enfants, quand ils adorent leur déguisement, ils veulent le garder même quand ils rentrent C'est vrai. dedans. Donc finalement, merci Léopold et merci Éléonore d'avoir joué le jeu. C'est un peu les déguisements durables et réutilisables. Bon, Léopold, Bravo, vous pouvez quand les même enfants. démasquer parce que sinon... Ça y est. Voilà. Merci Merci beaucoup. Éléonore et Léopold. Vous pouvez rejoindre tonton Brahim qui vous attend là-bas. Bravo, bravo pour tout ce que Bravo. vous faites. Merci en tout cas à tous les trois pour vos chroniques. Alors aujourd'hui, nous consacrons notre émission à l'interruption médicale de grossesse. Et on va s'intéresser, Nathalie, en fait, cette fois à la réaction des pères qu'on prend finalement très souvent peu en compte, contrairement aux femmes. On en parle beaucoup, on fait souvent des émissions sur l'IMG, mais vues par les femmes. Là, le point de vue, ça va être celui des hommes. Lorsque la vie de la mère est mise en danger ou que le bébé est atteint d'une pathologie très grave, les parents ont la possibilité, vous le savez, de recourir à ce qu'on appelle une IMG. C'est une interruption médicale de grossesse, un acte extrêmement compliqué à vivre qui nécessite un accompagnement spécifique pour les mères. Mais les pères, Nathalie, dans tout ça, Bah ils en oui, sont où les pères sont en reste. La question qu'on a posée à nos maternautes, c'est est-ce que votre conjoint s'est senti accompagné et reconnu en tant que père durant l'IMG et après l'IMG, bien sûr? Non à 57%, oui à 43%. Je dois dire que j'étais quand même assez agréablement surprise par ce chiffre de 43% qui est important. Alors, est-ce que les femmes ont répondu? Oui, bien sûr, c'est elle qui en parle le mieux. Ça a été le cas de Marie-Céline qui nous a dit qu'elle avait subi une IMG à 6 mois de grossesse, que son compagnon s'était beaucoup investi pour son petit Arthur. Il avait pris soin d'elle avec beaucoup de courage. Blandine nous dit que son mari a vécu cette épreuve complètement différemment d'elle, bien sûr, durant toute l'attente entre la nouvelle et l'IMG. Il ne parlait que très peu et pas avec moi. J'ai longtemps pris son silence pour de l'indifférence, alors que c'était tout le contraire. Il ne voulait pas alourdir ma peine et rester fort à côté de moi. Ce sont de très belles paroles. Alors vous savez que sur ce sujet du deuil périnatal, les choses ont considérablement évolué. On l'a vécu au maternel dans les années 90. Je veux dire, il n'y avait aucune communication. Je veux dire, je pense que les parents ne savaient même pas ce que devenait le corps de l'enfant. Les associations se sont emparées de tout ça, notamment Agapa par exemple. On fait changer la donne d'un point de vue juridique, mais pas uniquement juridique. Il y a eu vraiment des groupes de soutien qui se sont constitués, notamment en direction des femmes, avec un esprit un petit peu compagnonnage. Et du côté des pères, effectivement, peut mieux faire, mais vraiment de partout. Parce que contrairement à ce qu'on pense, même si on dit que facilement la femme porte ça dans son corps, le père aujourd'hui, et Vincent, vous le savez bien, vous pouvez en témoigner, la grossesse psychique des pères, elle existe aussi. Le devenir père, il est en route.
route. Ça n'est pas qu'une histoire de couvade, ça n'est pas qu'une histoire d'hormones. Il y a une construction qui est en route, qui d'un seul coup va être elle aussi brisée, avec des ambivalences, des remises en question vis-à-vis de leur propre père, de leur propre histoire, de leur propre mère. Donc c'est effectivement aussi compliqué. Simplement, on en parle insuffisamment. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et je pense que Sylvain Missonnier va pouvoir nous éclairer sur ces enjeux. Et si enfin on pouvait délivrer une forme de parole du côté des hommes et des femmes, on ferait là, sur le devenir père, un pas qui serait formidable. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire dans quelques instants, Nathalie. Comment les pères traversent-ils cette épreuve et vivent-ils aussi les mêmes choses ou les choses d'une manière plus particulière que les mères? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités. Nous aurons avec nous Victorien et Florian, mais aussi, comme vous venez de le dire, le psychologue clinicien Sylvain Missonnier. N'hésitez pas, vous, à réagir sur Twitter via le hashtag Les Maternelles. Au revoir, Rokhaya Diallo, et au revoir, Virginie Sassoon. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Bonjour Victorien, bienvenue à vous sur notre plateau. Vous êtes le papa de 3 enfants, dont une petite Julia qui est née sans vie en mai 2013. Si vous avez pu nouer une relation forte avec elle pendant que votre femme était enceinte et ainsi effectuer plus facilement peut-être votre travail de deuil, vous ne vous êtes en revanche pas du tout senti soutenu et reconnu, notamment par le corps médical, dans votre souffrance. Vous allez nous raconter tout cela, mais en tout cas merci beaucoup de nous apporter votre témoignage ce matin. Bonjour Florian, bienvenue à vous également. Vous êtes le papa de 2 enfants, dont un petit garçon qui est décédé suite à une IMG en mai 2014. Alors que la souffrance des pères est généralement minimisée, vous nous direz, vous, en quoi, selon vous, elle est tout aussi importante que celle des femmes. Merci également de nous apporter votre témoignage. Sylvain Missonnier, bonjour. Vous êtes professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l'université Paris-Descartes. Vous êtes d'ailleurs l'auteur, avec toute une bande de copains, de ce livre aussi, le manuel de psychologie clinique de la périnatalité. Ça fait compliqué comme ça, c'est sorti chez Masson, c'est un peu pour les spécialistes. Mais il y a aussi le livre que vous avez co-signé avec Paul Cesbron, voilà, 9 mois pour devenir parent. Et ça, c'est sorti chez Marabout, si mes souvenirs sont bons. Merci de nous accompagner dans cette émission qui est exceptionnelle, c'est vrai, parce que d'une part, ces messieurs nous font confiance, mais aussi parce que Julia, on ne l'avait jamais traité au maternel, donc c'est une grande émotion pour nous tous et pour toute l'équipe. Revenons sur ce deuil périnatal. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, et particulièrement dans le cas d'une interruption médicale de grossesse? Je crois que le mot qui convient le mieux, c'est le terme d'amputation. Parce qu'il s'agit véritablement, bien sûr pour la femme enceinte, de l'amputation d'une part de son corps propre, mais aussi, ça a déjà été dit, d'une part de son projet, de son désir d'enfant. Et pour le papa, et c'est vraiment tout l'intérêt que les maternelles choisissent de s'intéresser à eux, eh bien sûr, ce n'est pas une amputation de leur corps propre. Mais bon sang de bonsoir, il est temps de dire que c'est une amputation de leur projet personnel et de leur projet conjugal. Et à ce titre-là, jusqu'à présent, ils ont vraiment été trop oubliés. Alors, pendant très longtemps, les mères ont été vraiment dans une solitude terrifiante à ce sujet-là. La société, l'entourage familial parfois, les soignants, n'en parlons pas, ont été dans une dénégation, parfois même un déni de la douleur que ressentaient ces femmes-là. Ouais, c'est pas grave, vous en ferez un autre. Voilà, c'est pas grave, faites-en vite un autre. Voilà. Et d'ailleurs, la langue française n'accorde pas de mots spécifiques à ce statut, ce qui dit bien combien est-ce que sociologiquement, il y a un problème symbolique, il y a un problème de reconnaissance. Maintenant, je crois qu'il y a à dire sur la partie pleine du verre. Il y a encore à dire sur les endroits où ça ne va pas, sur la partie vide du verre. Mais il y a des endroits dans notre belle République où les soignants ont commencé à comprendre quand même le chemin erroné qui était le leur, et ils prennent véritablement en compte ce qu'il en est de la tragédie que traversent les mamans. Pour les papas, et c'est vraiment tout l'intérêt, encore une fois, je ne me lasse pas de le répéter, que vous fassiez cette émission et qu'il y ait des témoins directs. Pour les papas, alors là, pour le coup, il reste un long chemin à faire. Et je sais qu'on va voir tout à l'heure la formidable initiative de Nathalie Prem et ses collègues qui ont fait ce groupe des papas endeuillés. C'est une première, c'est la bonne direction, il faut que ça se généralise. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on compte sur les doigts d'une seule main
les structure initiatives. qui existe actuellement. Et c'est une façon de parler du désir du père aussi, Voilà. du désir d'enfant. Bien sûr. Alors Victorien, vous êtes donc le papa de 3 enfants, dont une petite Julia qui est née sans vie le 16 mai 2013 à 6 mois de grossesse. Et vous avez appris, c'était lors de la 2e échographie, que votre bébé ne se développait pas normalement. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé à ce moment-là, lors de cette 2e échographie, et comment vous avez réagi ? En fait, à la 2e échographie, on vient comme à la première échographie, c'est-à-dire qu'on attend de connaître le sexe du bébé, d'entendre son cœur battre, de voir sa taille, etc. Et en fait, c'est vraiment un choc, parce que là, on voit que la sage-femme, elle n'est pas dans la même humeur que d'habitude, elle a l'air angoissée, elle repasse plusieurs fois sur les mêmes endroits du corps du bébé, et on voit par exemple que sa cage thoracique n'est pas développée correctement, que son fémur n'a pas une forme traditionnelle. Et en fait, elle pose la main sur l'épaule de ma femme, d'Aurore, et elle lui dit, elle lui dit pas de mots, elle lui dit pas c'est pas grave. Donc là, tout de suite, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose de grave. Que c'est grave. Voilà. Et comment vous avez réagi quand vous avez compris que c'était grave ? Moi, j'ai été sonné. Personnellement, j'ai été sonné. Aurore, je pense qu'elle a plus compris que moi ce qui se passait tout de suite. Moi, en tant que spectateur, encore une fois, j'étais vraiment sonné. Et puis après, on s'effondre, les images vont vite. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite, quoi. Donc, On vous a dit quoi à ce moment-là, justement ? Quelqu'un est venu vous parler ? On vous a dit ce qui se passait ? En fait, elle met un mot sur ce qu'elle pense être au début, une forme de nanisme. Après, et elle rentre pas dans les détails, parce qu'elle elle n'est pas vraiment spécialiste des maladies fétales, donc elle veut pas non plus s'engager sur quelque chose. Elle veut pas nous donner de faux espoirs. Elle veut pas. Et c'est pour ça qu'on a pris, c'est ça, elle a pris rendez-vous pour vous. C'est ça, elle a pris rendez-vous avec un spécialiste. Avec un médecin référent en pathologie fétale qui vous annonce que votre petite fille a la maladie des os de verre et évoque à ce moment-là, pour la première fois, la possibilité d'une IMG. Comment vous réagissez à ce moment-là avec Aurore ? En fait, on avait le même état d'esprit, parce qu'on avait eu, entre le premier examen et ce 2e examen, il s'est passé une journée. Donc on a eu le temps d'échanger entre nous, et puis on a cherché sur Internet ce que pouvait être cette maladie, quelles étaient les maladies liées au squelette, etc. Donc on s'est dit, si jamais c'est vraiment une maladie grave et qui pourrait handicaper notre enfant, très lourdement. Voilà, très lourdement, ou même la tuer à la naissance, parce qu'il y avait aussi ce risque-là, et qu'on nous proposait une IMG, on accepterait sans hésiter. Donc quand le spécialiste nous a dit, je vous propose que votre dossier soit présenté à la prochaine commission, on s'est regardé, on a tout de suite, on a vous étiez raccord, voilà, vous y aviez pensé, vous en aviez parlé pendant les quelques heures qui précédaient ce rendez-vous. Vous ne vous êtes pas senti coupable de prendre cette décision ? On ne s'est pas senti coupable, parce que par rapport à la maladie, on savait de toute façon que c'était une mutation génétique. Donc, il y avait une chance sur 20 000 que cette maladie se produise. Donc, c'est tombé sur notre bébé. C'est sûr, on était en colère, on était triste. On avait de la rage, parce que quand on apprend que tout ce qu'on s'est construit avant va se détruire là, c'est détruit en quelques minutes, c'est terrible. Cette amputation dont vous parliez, c'est 20 000 C'est vraiment ça, mais tout s'effondre en fait. L'attente d'un enfant, c'est quelque chose qui se construit, et là, en quelques minutes, ça se détruit. Tout s'effondre. Et il n'y avait pas de culpabilité de votre part ? Pas de culpabilité. Par contre, c'est vrai que quand on a appris que la maladie, c'était une maladie osseuse, Aurore s'est sentie plutôt... a eu peur d'avoir fait mal au bébé dans la vie de tous les jours, parce qu'une maman, elle a des mouvements, etc. On dansait la salsa, donc elle a eu peur. Elle s'est remise en cause en se disant, c'est parce que c'est moi qui ai mal. Ou alors, est-ce que je lui ai pas fait mal à cause de sa maladie, parce qu'elle avait des dizaines de fractures dans le ventre. Donc du coup, c'était... il y a forcément un peu de culpabilité par rapport à ça, mais après on a appris que de toute façon les fractures étaient liées au mouvement du bébé dans le ventre et pas du tout à ce qui se passait. Au mouvement de la maman. Voilà, mais c'était vraiment quelque chose de passager. Sylvain Missonnier, l'IMG, c'est toujours une décision parentale qui arrive derrière une autorisation médicale. Pourquoi c'est si important pour les parents qu'il y ait ces étapes ? Qu'est-ce que ça change ? Parce que la temporalité psychique impose un rythme qui permet aux humains qui vivent cette tragédie incroyablement débordante de petit à petit pouvoir métaboliser l'énormité de cette annonce. D'accord. Donc de rentrer dans une réalité doucement. Et d'avoir la possibilité de déployer individuellement et conjugalement, et là, Victorien le décrit très bien,
la façon dont ça s'est déroulé avec sa femme, ils ont pu partager une stratégie. Et ils ont pu avoir suffisamment de temps pour pouvoir faire face en étant près de soi et près de l'autre. Ouais, d'accord. Donc de faire face pour le coup ensemble. C'est ça. Très souvent dans l'histoire, les médecins, probablement exprimant, et on ne jette pas la pierre, leur propre angoisse, avaient envie d'un rythme trépidant. Allez, on va faire ça très vite. Écoutez, madame, monsieur, on va vous, entre guillemets, débarrasser très vite de, eux ils disent fœtus, les parents disent enfant. Et donc cette accélération-là, les soignants petit à petit ont compris, en écoutant les parents, qu'elle était nuisible et qu'il fallait donner du temps au temps. Alors Florian, vous êtes le père de 2 enfants, dont un petit garçon décédé suite à une IMG qui a été pratiquée à 7 mois et demi de grossesse. Et c'est comme vous, lors de la 2e échographie, qu'on vous a parlé d'un problème chez votre bébé. De quoi souffrait-il? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, lors de l'échographie, on nous a parlé de... on s'est présenté pour l'échographie et la sage-femme n'a pas parlé. Ça a duré très longtemps, pendant presque 40 minutes. Elle n'a rien dit? Elle n'a rien dit du tout. Oui, vous repériez qu'elle était un petit peu inquiète? Par rapport au silence, oui, on se posait des questions. Avec ma femme, on se regardait. Et elle nous a installés au bureau et elle a commencé à nous parler de mains serrées qu'elle n'arrivait pas à voir ouvertes, d'absence de vésicule biliaire, de cervelet petit, mais des images qui sont quand même très floues, qu'elle a du mal à avoir, à préciser. Voilà, c'est exactement ça. Quand elle vous dit ça, j'imagine qu'il y a une immense inquiétude. Vous vous doutez que... Ah oui, bien sûr, elle commence à nous parler de maladies, elle nous parle de mucoviscidose, de plein de choses. Donc on sait déjà que notre enfant ne sera pas en bonne santé. Ne sera pas en bonne santé. Voilà. Elle veut faire un IRM, c'est ça? Oui, elle veut faire un IRM par rapport au cervelet. Donc voilà, on attend 3 semaines. Vous êtes dans quel état d'esprit pendant ces 3 semaines? C'est horrible parce que on est dans le doute. On ne sait pas si notre enfant va survivre, si tout va aller bien, mais on a quand même envie d'y croire. Un espoir encore. Un espoir. Un espoir. L'IRM a malheureusement confirmé les diagnostics et vous vous êt alors dirigé vers une interruption médicale de grossesse. Comment vous avez cheminé avec votre compagne vers cette décision-là? Ça s'est présenté assez rapidement parce qu'on nous a dit que notre enfant n'allait peut-être pas survivre de suite après sa naissance, qu'il pouvait décéder peut-être 2 minutes après. Donc nous, on est parti du principe qu'il ne fallait pas qu'il souffre. Donc on s'est de suite dirigé vers l'IMG. Bien sûr. Vous avez, pour votre enfant aussi, en pensant... Voilà, en pensant qu'il ne fallait pas qu'il souffre. Il ne fallait pas qu'il souffre. Comment vous avez vécu avec votre femme les jours qui ont précédé l'interruption médicale de grossesse? C'est très long. Voilà, on essaye de parler au bébé, parce que le bébé bouge encore. Voilà, une sage-femme qui vient à domicile, elle nous demande si on veut quand même écouter le cœur. Donc nous, vous dites quoi? On hésite, mais on écoute quand même. On continue comme si la grossesse continue normalement, en fait. Vous l'accompagnez finalement? Voilà, on l'accompagne, oui, parce que nous, on a tout préparé. On avait préparé la chambre, tout était prêt pour l'accueillir. Donc vous continuez à écouter son cœur, vous continuez à lui parler? On lui parle. Est-ce que vous parlez avec votre femme à ce moment-là? Oui. Vous communiquez beaucoup? Oui, beaucoup. Beaucoup, on essaye elle a beaucoup de craintes. Donc c'est vrai que la sage-femme à domicile l'a beaucoup rassurée. Elle a peur de l'accouchement, de comment ça va se dérouler, elle a peur de souffrir. Donc voilà, on veut que ça arrive rapidement. Et vous, comment vous faites? Parce que faut la soutenir, cette femme, et en même temps, vous souffrez autant qu'elle. Oui, bien sûr. Comment vous faites alors? J'essaye de montrer le moins possible ma tristesse. J'essaye de la tirer vers le haut. C'est vrai que c'est pas évident, donc des fois je me cache. Je pars en voiture pour pleurer, je reviens à la maison et voilà, j'essaye de l'accompagner au mieux, de lui montrer que je suis plus fort qu'elle.
c'est ça, c'est votre façon de la soutenir, Voilà. de ne pas trop montrer votre tristesse. Exactement. D'être dans la protection. Hein. Voilà, C'est dans la Geneviève de protection. Lévy-Parseval qui nous avait dit Voilà. ça dans cette émission. Sylvain, alors on voit bien que le temps, là, a servi au couple et sert au couple aussi à avancer ensemble. Qu'est-ce qui est si différent entre le père et la mère à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un vécu spécifique des pères et en quoi? Oui, alors bon, redisons-le, la femme enceinte a un dialogue sensoriel avec l'enfant du dedans. Sa sensorialité proprioceptive lui permet d'être dans une attente et une écoute extrêmement vigilante à l'égard de ce qu'elle nomme, elle, avec le papa, un enfant. Le papa, qu'il fasse de l'autonomie officielle ou officieuse, il n'est pas privé de sensorialité. Ce serait une grave erreur que de dire la sensorialité, c'est du côté de Madame enceinte et elle est absente du côté du père. Et je pense que vous auriez à dire là-dessus, peut-être que vous en direz quelque chose tout à l'heure. Mais c'est une sensorialité externe, c'est-à-dire vous pouvez poser les mains sur le ventre de votre femme et certains d'entre vous s'en donnent à cœur joie, et là aussi il y a beaucoup à dire sur la qualité des échanges. Bon. Donc première différence, dira Monsieur Lapalisse, Madame a un dialogue interne, Monsieur a un dialogue externe. Mais ce qui est important dans ce que j'essaye de partager avec vous, c'est de ne surtout pas tomber dans cette erreur que j'entends si souvent, qui est la sensorialité est pour madame et monsieur en est privé. Et on commence aussi à bien pressentir, à travers le témoignage de Florian, que ces quelques derniers échanges avec cet enfant-là sont importants en temps réel au moment où ils se déroulent, et que cette sage-femme qui vient à domicile a eu sûrement beaucoup de tact, beaucoup d'humanité, pour jouer son rôle et vous permettre de partager ça tous ensemble. Mais on commence à pressentir aussi, j'anticipe un peu sur la suite, que bien sûr ces traces-là vont être importantes pour la suite, c'est-à-dire pour la cicatrisation du deuil. Alors les pères sont parfois un peu laissés pour compte une fois l'IMG passé. C'est en tout cas ce qu'a ressenti Sébastien avant de trouver un espace pour exprimer sa douleur. Regardez, Irma Kervran est allée le rencontrer. Stéphanie et Sébastien sont les parents d'une petite Julia de 5 mois. Il y a tout juste 2 ans, alors que Stéphanie attendait leur premier enfant, une interruption médicale de grossesse a dû être pratiquée en raison d'une grave malformation cardiaque. Une blessure toujours à vif pour Sébastien. Il n'y a que l'arrivée de la petite qui a fait que ça se soit un peu atténué. Les sentiments sont toujours là, mais l'antidote, le sérum, il est ici, là, voilà. Mais sinon, ouais, voilà, enfin, ça a été dur. C'est un vrai tremblement de terre, en fait, quand on vous apprend que votre bébé, il y a eu un souci médical et que du coup, le plus sage, c'est de s'orienter sur une IMG. Pour lui éviter des souffrances ultérieures et éviter des souffrances aussi aux parents, tout simplement, à l'entourage. Donc, oui, le mot séisme, c'est ce qui qualifierait vraiment ce qu'on a vécu à l'époque, il y a 2 ans. C'est quelque chose qui, à mon sens, est insurmontable seul, en fait. Il faut être encadré, après, d'un papa ou de quelqu'un d'autre, mais en tout cas encadré, assurément, oui. Dans cette épreuve, Stéphanie a pu compter sur le soutien de son mari, même si le couple n'a pas vécu les choses de la même manière. Elle a été beaucoup plus forte que moi, en fait. Voilà. Le premier sentiment, il y a eu plusieurs, la solitude, senti très très seul. De la colère, beaucoup de colère, de l'injustice. En tant qu'homme, Sébastien s'est senti bien isolé. Je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir des pères, c'est pas possible. Je suis pas le seul à avoir cette détresse-là. Les groupes de parole dédiés aux pères ayant vécu une IMG sont rarissimes. Au centre hospitalier intercommunal de Créteil, jusqu'à l'année dernière, il n'en existait pas. Mais à la demande de Sébastien, Nathalie Prem, pédopsychiatre, et Clotilde Claire, psychologue, ont décidé d'y remédier. Depuis, comme pour les femmes, les réunions ont lieu 1 fois par mois. On ne peut pas
pense que c'est difficile de guérir ou de se relever tout seul. C'est compliqué. C'est compliqué, on en parlait dans les différents groupes. Ma compagne qui a eu IMG, donc, il y a eu un suivi psychologique, des groupes de parole. C'est venu, le mot groupe de parole est venu très rapidement dans je sais pas où, dans le système d'IMG. Donc, et le père, bien souvent, il ressort. Voilà quoi. On est dans un projet bébé et d'un seul coup, on comprend que ce projet-là, ça prend fin. C'est joli ce que dit Cédric, ça prend fin. Alors ça n'a même pas commencé. Donc c'est un moment effectivement où tout bascule. On a profité entre guillemets du temps qui était donné entre l'annonce du diagnostic et l'interruption médicale de grossesse pour essayer de communiquer avec ce bébé, de lui expliquer ce qu'on ressentait, ce qui allait se passer. Oui, voilà. Et du coup, pour faire connaissance et prendre conscience de cette paternité, voilà. On se rend compte après, finalement, qu'on a bien fait, ce que ça apporte. C'est des souvenirs, des choses qu'on ne retirera jamais. Très important ce que vous dites. Et avec le recul, on se dit effectivement que de construire quelques petits souvenirs, ça peut être très, très important pour la suite. La colère, la tristesse se transforment un petit peu. Ça pèse. Ça se transforme pas, il s'apaise. Ça pèse. Ça sera toujours là. Enfin, pour moi, ça sera toujours là. Ça ne partira pas. Victorien, est-ce que vous aussi, vous avez eu besoin d'en parler avec d'autres papas? Alors tout de suite, en fait, après l'interruption de grossesse, j'ai cherché en fait des moyens de communiquer avec d'autres papas, donc j'ai pas trouvé, comme dans ce cas-là, un groupe de parole. Mais en fait, on se rend compte vite qu'autour de nous, on a plein de parents qui ont vécu la même chose. Enfin, je pense que dans notre entourage, on n'en parle pas trop, mais en fait, on en connaît. Du coup, on a pu échanger en fait avec des couples, et moi, j'ai pu parler avec les papas. Et j'ai aussi partagé en fait sur le forum de Petite Émilie, ce qu'on avait vécu. J'ai répondu à des papas qui étaient en train de vivre la même chose. Donc, ça vous a fait du bien? Oui, ça fait du bien, ouais, de savoir qu'en fait, on ressent tous la même chose. Enfin, je crois que c'est toutes ces phases dont on a parlé dans le reportage. Alors une fois votre décision prise, l'IMG n'a pas eu lieu aussi vite que vous le pensiez. L'attente vous a paru insupportable dans un premier temps, mais vous avez rencontré une sage-femme psychologue qui, je crois, vous a beaucoup aidé. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, c'est vrai qu'au début, en fait, on a envie que quasiment l'interruption de grossesse, elle arrive le lendemain, parce qu'on on a envie d'être débarrassé, en effet, c'est le premier sentiment qu'on a. Et puis, cette sage-femme nous a expliqué aussi que ça allait être un vrai accouchement, parce qu'à ce terme de la grossesse, c'est un accouchement avec des contractions, etc. Donc, là, Aurore n'a pas envie de vivre ça, elle préfère une césarienne. Enfin, je crois que toutes les femmes auraient la même réaction. Et puis, on comprend que, de toute façon, on n'a pas le choix, donc il va falloir vivre le moment comme un accouchement, vivre tout ça. Donc là, on décide... on se dit, les derniers jours qu'on va vivre avec notre fille, on va les vivre à fond, on va les vivre à 100%. Alors ça veut dire quoi, les vivre à 100%? On a, en fait, de notre côté, chacun de notre côté, et puis ensemble, après, on a fait des listes en fait, de choses qu'on voulait lui faire vivre à elle, donc manger des bonbons, faire des manèges de chevaux de bois, aller au cinéma, voir des amis, des choses comme ça. Et en fait, on les a vécues, on s'est enfermés en fait, dans une bulle tous les trois. On voyait les gens qu'on avait envie de voir uniquement quand on avait envie de les voir, et puis on sortait quand on avait envie de sortir. On lui a aussi écrit des lettres, en fait, chacun de notre côté. On a fait plein de choses pour elle. Et on l'a Vous êtes créé des souvenirs? C'est ça, oui, on s'est créé des souvenirs. C'est ça, en fait, grâce à ça, maintenant, elle fait vraiment partie de notre famille. Même si aujourd'hui elle n'est pas là, elle a eu son moment de vie dans notre famille. Et quand on parle d'elle, ça arrive souvent qu'en famille on parle d'elle. C'est grâce à ça, en fait, qu'on a vraiment pu en parler à nos amis, raconter aux gens ce qu'on a vécu sans tristesse, sans pudeur. Alors bien entendu, on était toujours en colère, on avait envie de... on a la rage, on est triste aussi, mais on a quand même voulu vivre les choses à fond pour rien regretter, pour pas se dire, elle est partie et on n'avait rien fait. Moi, je sais que si on a rencontré des gens qui avaient vécu, qui sont arrivés à la maternité, l'enfant était mort, il fallait lui donner naissance. Et ils n'ont pas eu cette chance, en fait, que nous, on a eu de pouvoir s'y préparer et de pouvoir communiquer avec l'enfant et vivre des choses avec lui. Et avoir un temps de vie. C'est ça, exactement. Et lui montrer aussi que vous étiez là, en tant que papa, lui montrer que vous existiez. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, le papa a du mal à trouver sa place.
Et là, moi, j'avais vraiment... elle savait qu'elle avait une maman puisqu'elle était dans le ventre de sa maman. Et puis, avec tous ces moments qu'on vivait ensemble, elle savait aussi qu'elle avait un papa. Puisque vous lui parliez, puisque ça. j'imagine que vous touchiez le ventre Voilà, c'est probablement. ça. Je lui chantais des chansons, je lui racontais des histoires, enfin plein de choses qu'on fait à un enfant voilà, quand on est... Et donc tout ça, ça a vraiment, vous pensez, été déterminant pour votre travail de deuil? Oui, complètement, c'est sûr. C'est sûr que si j'avais pas vécu ces moments-là avec, à trois, avec Aurore et avec le bébé, on aurait, en tout cas moi de mon côté, il me manquerait quelque chose pour en parler. J'avais peur en fait qu'elle disparaisse, que les souvenirs de cet enfant disparaissent comme un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on se dit ah oui c'est vrai, voilà c'est ça. Et en fait grâce à ces souvenirs-là, alors c'est mon avis, grâce à ces souvenirs-là, tous les matins je pense à elle, tous les jours vous avez des souvenirs avec elle. Ça vous parle ça, Florian? Oui, bien sûr, on s'endort avec, on se réveille avec. On peut pas oublier. On a peur, pendant un petit moment, on a peur de l'oublier, mais on y pense tous les jours. Sylvain, qu'est-ce que ça vous inspire, la réaction de Victorien? Ça a été c'est salvateur. Moi, j'ai un grand plaisir, là, en ce moment, d'imaginer qu'il y a tout plein de parents endeuillés qui vont regarder cette émission. Et je le dis sans complaisance, parce que Victorien et Aurore ont déployé, avec leur créativité, les meilleurs antidotes que l'humain possède contre nos pires ennemis. Et la mort est en bonne place. Aller au cinéma, manger des bonbons, avoir du plaisir ensemble, et tout ce que vous avez raconté, c'est très émouvant, c'est vraiment ces petites et grandes choses qui nous permettent de faire des pieds de nez à la mort et de garder vivante la mémoire d'un être qui aurait pu advenir, mais qui restera auprès de vous dans le souvenir. Est-ce que c'est ça qui permet vraiment de faire le deuil? Parce qu'effectivement, faire le deuil de quelqu'un qui n'a pas existé, il y a quelque chose qui ne va pas dans le français. Enfin, voilà. C'est ça. Nathalie, vous avez vendu la mèche, là. C'est-à-dire que si moi je le dis en professionnel, ça va manquer un peu de poésie. Ce que nous avons observé, nous, les psys en maternité, c'est que faire un deuil, c'est pas simple. Perdre quelqu'un qu'on a aimé et investi, c'est vraiment décidément pas simple. Mais alors, pour le coup, on a une certitude, c'est que perdre un humain en construction, en devenir, en promesse, ça, c'est encore plus redoutable. Et, pour le dire là aussi en professionnel, ça a une potentialité dépressiogène redoutable. C'est-à-dire que même chez des gens plutôt pas mal dans leur basket, ça peut venir titiller vraiment de façon assez cynique ce qu'il en est de l'équilibre personnel, identitaire, d'une maman, d'un papa et d'un couple. Donc il y a un vrai danger là. Et c'est aussi pour ça que c'est bien que cette émission ait lieu, parce qu'il faut que les dangers soient nommés à leur juste valeur. Voilà. Et si en plus il y a des fantômes dans les placards, dans la vie de cette jeune femme, de ce jeune homme et de cette famille, alors là je peux vous dire que les fantômes, ils vont s'en donner à cœur joie pour en profiter, pour revenir en plein milieu du salon et s'associer avec des événements en cours. Parce qu'on sait bien que quand on est à un enterrement, on est à l'enterrement du jour, mais en général, on a aussi la visite des précédents. Et donc là, il y a des effets de sommation qui sont redoutables. Voilà. Donc, vous entendre évoquer les bonbons... Ce pied de nez, finalement. Ça c'est formidable. Parce que là, on est vraiment dans ce qu'on peut, nous, les humains, faire contre ça. Après ces 10 jours très intenses que vous nous avez raconté, que vous avez partagé avec votre bébé, cette fameuse bulle à 3, est venu le moment de l'IMG. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors du coup, là c'est complètement l'effet inverse, c'est qu'on n'a plus envie que ça arrive. Si la grossesse avait pu durer toute la vie, en fait, cette situation-là, elle nous plaisait bien, où on était tous les trois, c'était génial. Donc après, forcément, on se fait à l'idée. Puis, moi là, j'ai eu un peu la peur, voilà, de la voir, de savoir comment elle était, puisqu'on savait qu'on allait pouvoir la tenir dans nos bras, etc. Donc ça, c'est un peu c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de connaître, donc forcément, ça fait peur. Et puis après, voilà, le moment arrive, donc. Comment vous l'avez vécu ce moment?
Alors c'est sûr, c'est vraiment triste. Enfin, c'est un moment qui, enfin, c'est difficile. Mais comme on était tous les trois, on a vécu encore une fois ce moment. Enfin, c'est quelque chose d'irréel. On est dans un monde irréel, mais on l'a vécu ensemble tous les trois. Voilà, c'est ça. Et vous ne vous êtes pas senti soutenu par le personnel qui est autour de vous? C'est vrai que, mais ça c'est général. Enfin, pas que dans des moments en fait d'IMG, mais je pense de manière générale quand on va à la première échographie, à la deuxième échographie, quand on fait les rendez-vous, c'est Madame, votre bébé va bien. Madame, votre bébé c'est une fille. Madame, votre bébé. Et le papa, il passe à l'as. Voilà, c'est ça. Et là, c'était Madame, j'ai endormi, enfin, j'ai arrêté le cœur de votre bébé. Ça va, Madame, vous vous sentez bien. Enfin, et le papa, en fait, il est spectateur. Il a, enfin, honnêtement, vous auriez peut-être aimé entendre. Oui, Madame, Monsieur. Oui, voilà, c'est ça. C'est notre enfant à nous deux, quoi. C'est pas que l'enfant d'une maman. En fait, c'est avant la naissance du bébé. En fait, le bébé, c'est le bébé de la maman. Et le papa, en fait, il est là pour l'accompagner, mais s'il n'était pas là, ce serait pareil. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je pense que c'est pas volontaire, en fait, des équipes médicales, parce que c'est juste une habitude. Peut-être un manque de formation. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment, enfin, dans des moments comme ça, ça fait mal, quoi. C'est une forme de maltraitance. Ouais, c'est clair. C'est vraiment douloureux. Florian, comment vous avez vécu de votre côté justement ce geste de l'IMG? Ben moi, je ne l'ai pas ressenti comme ma femme, en fait, parce qu'ils ont dit c'est fait, mais elle, au plus profond d'elle, elle savait que c'était fini, que son cœur s'était arrêté. Mais moi, je ressentais rien, donc j'ai pas eu l'impression que c'était terminé à ce moment-là. Vous ne l'avez pas compris, vous n'avez pas compris le moment où ça s'arrêtait, en fait. C'est ça. Pas du tout. Et quand est-ce que vous l'avez compris? Comment c'est venu? Ben en fait, ils l'ont installé dans une salle d'accouchement. Donc on a attendu ensemble. Et dans cette salle, moi j'étais presque euphorique parce que je me disais presque que mon enfant allait naître normalement, quoi, qu'il allait crier, tout ça. On y croit encore? On y croit encore, voilà. Jusqu'au bout, on y croit de toute façon. Et au bout de 3 heures, j'ai quand même réalisé que là, c'était fini, que mon fils, il allait naître, mais qu'il n'allait pas pleurer, qu'il allait naître mort, quoi. Ouais. Et là j'imagine que c'est à ce moment-là qu'on s'effondre. Ah oui, là, je me suis effondré. Bah, oui. Mais vous avez tenu, vous, à vous occuper personnellement des funérailles. En quoi c'est important pour vous? C'est-à-dire que pour moi, la mère, elle souffre physiquement. Elle est très fatiguée après l'accouchement. Psychologiquement aussi, elle est dévastée. Et pour moi, c'est mon rôle de papa d'organiser tout ça. Et pour ma femme et aussi pour mon enfant, pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, en fait. Comme disait Nathalie, cette protection dont on parlait tout à l'heure, vous avez voulu aussi la maintenir jusqu'au bout. Exactement. Vous êtes occupé de tout. De tout. Comment on fait, Sylvain Missoni, derrière ça, même s'il y a eu un deuil, quelque chose qui a existé, qui se met en place, en tant qu'homme, pour repartir dans un désir d'enfant? Dans le reportage, le papa a amené un élément important, une étude importante que nous avons actuellement avec Marie-Josée Soubieux, Bérangère Bocquier, Jessica Schulz, Diane Devailly et quelques autres, et qui prend à contre-pied nos convictions de professionnels, de nouveau. Il semblerait, je vais le dire comme une généralité, et après c'est du sur-mesure, il semblerait que ça fasse partie des variations de la normale que de finir complètement, si tant est qu'on puisse finir complètement, le deuil de l'enfant précédent lors de la grossesse suivante. Et que ce que nous avons pris, nous, souvent professionnels, comme de la pathologie, qu'est-ce que c'est que cette mère enceinte d'un nouvel enfant qui nous parle de l'enfant décédé de la précédente? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Aïe, 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 attention, danger d'enfant de remplacement. Le fameux enfant de remplacement qu'il fallait éviter à tout prix. Ce que nous sommes en train de commencer à comprendre, c'est que nous avons peut-être pris des vessies pour des lanternes, et que ce qui se trame et que ce père a évoqué, me semble-t-il, c'est que oui, en effet, lors d'une grossesse ultérieure, si on accepte, nous soignants, que les parents nous parlent de ce tuilage, de ce chevauchement inquiétant entre mort et vie, eh bien, oui, on va pouvoir dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du vital qui va renaître individuellement et dans le couple à l'occasion de la grossesse suivante. Mais ceux qui peuvent en parler le mieux,
c'est pas les professionnels, c'est nos papas. Et vous en avez tellement bien parlé ce matin. Nathalie, je crois que vous aviez des livres, vous les mettez sur les réseaux? Je vais mettre les livres sur les réseaux, ils sont nombreux, c'est vrai, de très bons accompagnants, donc surtout allez-y, et j'espère qu'on aura l'occasion de prolonger encore cette discussion en allant encore plus loin avec les pères. Merci Nathalie pour votre sélection qu'on va retrouver donc sur vos réseaux. Merci vraiment Victorien et Florian pour vos témoignages. Je voudrais vous remercier également Sylvain Missonnier d'être venu nous voir sur le plateau des maternelles. Et évidemment remercier Cédric Deville, notre journaliste qui a préparé ce dossier. Il est temps à présent de retrouver les appels à témoins des maternelles. Alors votre enfant est entré à l'école à 2 ans. Eh bien venez nous raconter comment ça s'est passé. Votre parcours d'AMP vous a amené à partir à l'étranger. Là encore, que s'est-il passé? Comment avez-vous vécu la situation? Où en êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, venez échanger sur notre plateau. Il confond certaines lettres, il inverse les sons, il a du mal à lire. Vous vous demandez si votre enfant n'est pas dyslexique? Eh bien, venez témoigner sur le plateau des maternelles. Vous l'avez compris, si vous souhaitez participer à notre émission et que l'un de ces sujets vous concerne, vous pouvez nous contacter sur le site des maternelles, rubrique appel à témoins. Nathalie, on va rejoindre le reste de l'équipe. Venez nous rejoindre, l'équipe des maternelles. J'imagine que vous avez suivi l'émission en coulisses et que ça vous a ému au moins autant que nous. C'était bien de le faire, c'était bien de donner la parole au papa, bien bravo. Sûr, bien sûr. Nathalie, alors on l'a dit tout à l'heure, on va retrouver votre sélection en totalité de livres sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'il y en avait quand même un que vous vouliez mettre à l'honneur. Oui, j'ai trouvé celui-ci, s'appelle Grossesse interrompue quand la mort nous dit la vie. C'est un livre de Nathalie Lancelin-Hulin, c'est sorti chez mon petit éditeur. Et en fait, dans ce livre, on parle beaucoup des femmes, mais justement des hommes, et justement sur cette histoire de transmission, et c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire qui est interrompue. C'est-à-dire que quand un homme devient père, il rejoue l'Oedipe qu'il a eu avec son père. C'est-à-dire que lui, d'un seul coup, il va pousser son père, il va falloir qu'il soit capable, comme son père, d'être père. Et quand l'IMG intervient, d'un seul coup, ça donne une sorte de surpuissance, évidemment, parce qu'il n'a pas été capable de faire comme son père, pas été capable de faire cet enfant. Donc vous imaginez comment ça se déconstruit. J'ai découvert ça dans ce livre, et de ce fait-là, j'ai eu envie d'aborder le devenir père de façon tout à fait différente, parce que il y a tout ce qu'on connaît en psychologie, c'est-à-dire évidemment la mère, elle aussi devient surpuissante dans la tête d'un homme, sa propre mère, c'est-à-dire là où sa compagne a échoué, et d'un seul coup les parents redeviennent présents, c'est très difficile d'exister à ce moment-là. C'est un super bouquin à base de témoignages très touchants. Merci de l'avoir mis à l'honneur, Nathalie. Alors, à présent, c'est le dernier épisode, vous savez, de notre super série C'était mieux avant. Et pour finir en beauté, eh bien, nos grands-mères préférées nous parlent des grands-parents. Encore une histoire de transmission de ceux qu'elles ont connus lorsqu'elles étaient enfants et de celles qu'elles sont aujourd'hui devenues avec leurs petits-enfants. Regardez. Alors, les vacances chez papy-mamie. J'entendais autour de moi, on va chez grand-père, on va chez grand-mère, ils allaient passer des vacances. Moi, j'ai pas eu tout ça. Donc, ça a été un manque. Moi, j'étais trop petite. Je faisais pas grand-chose avec eux. À notre époque, les parents nous gardaient. Et donc, maintenant que je suis grand-mère, je me dis que voilà, je répare pas, mais sans doute que ça doit être ça. On essaie de passer des vacances ensemble, du moins une partie des vacances ensemble. Et je raconte des histoires. Et c'est mon grand mérite à leurs yeux. Quand elles étaient petites, elles ne pouvaient pas s'endormir sans que je leur chante tout le répertoire de mon enfance. Moi, je suis pas bonne du côté bricoleuse, les aider à faire des choses. Même la cuisine, je suis assez nulle de ce côté-là aussi. Bon, les petits gâteaux et tout ça. Je fais des choses avec eux que je n'ai jamais fait avec mes enfants. Il me faut faire des trucs pas possibles. Hein. Il me faut faire de la patinette dans les rues. Voilà, et elles rigolent. Et je leur disais, bon, je vais prendre ma douche. Moi, j'étais en habit encore de nuit. J'allais dans la douche et je me douchais tout habillée. Voilà. Et eux, derrière la porte, morts de rire. Les parents manger devant la télévision, ils n'acceptent pas. Donc, la grand-mère, elle accepte. Donc, c'est des pique-niques. Elles me disent, on fait un pique-nique moquette, donc elles s'installent. Et voilà, quoi. Elles adorent.
Alors, c'est mieux maintenant, quand même. Oh, c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant, je trouve, oui. Ça devait être bien aussi avant, hein, certainement. Ça pouvait qu'être bien, hein, je pense. Merci infiniment à Marie-Louise, Claudie, Chantal et Nicole d'avoir accepté de nous faire partager leurs souvenirs. Et merci aussi à Laure Desramé, Vianney Delécluse et Romain Dufresne pour cette très jolie série. Puis lundi, nous retrouverons Delphine Bourdet, notre Madame Zen, pour une semaine yoga avec les enfants. Elsa, il y a peut-être un futur Van Gogh, en fait, qui se cache dans votre album des matins. Les autoportraits de nos enfants qu'on retrouve évidemment dans nos téléphones portables. Et on démarre immédiatement avec Alice, 3 ans. Regardez ce magnifique autoportrait avec ce beau dessin qu'elle a fait. Et oui, je me suis inspirée d'une de mes chroniques, d'une de mes filles. Là, c'est Kélian, c'est pareil. On reconnaît les lunettes. Vous avez vu quand même, il a 7 ans. Hein. Moi, je trouve ça assez fort. L'Irak est en pleine prestation. Vous voyez, cheveux jaunes pour le blond de sa chevelure et Malo, 4 ans et demi. Et là, je vous cache pas que ça m'interroge parce que moi je sens une puissance artistique chez Malo. Bah écoutez, c'est assez poétique en tout cas. Il y a il est bien représenté là encore avec les lunettes, décidément. Les lunettes sont représentées dans le grand album des maternelles. Et les mains très ouvertes, ce qui veut dire de l'accueil. Et il ne manque pas de doigts. Non, même beaucoup plus. Un peu trop là. Monsieur Spock. Bon, en tout cas, merci à nos parents qui nous donnent leurs photos de famille pour qu'on les diffuse tous les matins sur les maternelles. Il est temps de se quitter pour le week-end. Je sais, c'est triste, mais dans quelques instants, enfin quelques minutes, à 11h45, vous avez rendez-vous avec l'équipe de La Quotidienne. Nous, on se retrouve lundi et puis on espère que d'ici là, il y aura du soleil. Très beau week-end à tous, on vous embrasse. Et des nanas, da 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 da.